Laure également. Voilà, et bonjour à tous sur cet après-midi. Donc, je ne sais pas si vous me voyez bien. Si. Oui, très bien. Bon, ben super. Donc, du coup, ben, je vais cet après-midi, tu m'as demandé Laure d'intervenir sur l'accompagnement des territoires dans cette crise Covid. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. Je vais aller partager mon écran. Voilà. Et je pense que c'est bon. Voilà. C'est bon, on voit la belle pomme. Voilà. Alors, on voit la belle pomme, mais c'est pas bon. Et là, vous voyez Et le. là, on voit innover dans l'accompagnement des territoires. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, c'est le début de ma présentation. Donc, que je me présente tout d'abord, je m'appelle Jean-Luc Boulin, je suis conseiller en tourisme et j'ai été pendant 20 ans directeur de la MONA, 17 ans exactement, c'est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre-là, je me suis occupé de l'accompagnement des territoires, offices de tourisme, pays d'accueil par naturel de la région. Et puis, je suis également rédacteur en chef du blog itourisme.info, qui est un blog qui existe depuis une quinzaine d'années, qui travaille qui parle des innovations en tourisme. Et puis, je suis également, en temps perdu, je suis prof à la fac de Bordeaux, je m'occupe des masters en tourisme. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, tout d'abord revenir, moi, parce que j'aime bien ça, quand même revenir, prenant un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, depuis un an exactement, et c'est quand même assez exceptionnel. Et puis en deuxième partie, je parlerai beaucoup plus d'accompagnement des territoires. Alors, déjà, sur la première partie, sur tourisme et Covid, la situation au jour d'aujourd'hui, moi, je suis quand même toujours dans une phase de sidération totale. Quand on se rappelle, il y a un an et, disons, 2 mois, comment, un an et un mois, allez, en février 2020, comment on envisageait déjà les vacances de Pâques et la saison avec tous les ponts qu'il y avait du mois de mai et comment ça allait exploser. On était sur une phase ascendante sur le tourisme en France, que rien ne semblait arrêter, quoi, en fait. Pour les territoires, 2019, ça avait été l'année où ben, les plateformes comme Airbnb ou Booking avaient reversé la taxe de séjour au territoire, etc. Donc c'était vraiment sur une expansion où on commençait un peu à parler de surtourisme, mais en fait, quand même, on était toujours sur une piste ascendante. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'on a eu 66% de recettes touristiques internationales en moins, 56% sur les recettes nationales, ce qui est quand même absolument énorme. Il y a 1300 milliards de dollars au niveau mondial. Il y a des pays comme par exemple la Thaïlande. J'ai une amie qui a des chambres d'hôtes en Thaïlande. Ça fait un an que le pays est fermé aux touristes étrangers, mais totalement, quoi. Donc, quelque chose, pour certains pays, c'est assez exceptionnel. Voilà, entre janvier et août, 70% de baisse du tourisme mondial. Et il y a 32% des destinations qui sont totalement fermées au tourisme. Dans un monde où, en fait, la possibilité de voyager quand on était blanc, occidental et titulaire d'un passeport, hein, puisque c'est pas pour tous les citoyens du monde entier la même chose, mais quand on était citoyen, qu'on était blanc, qu'on avait des billets d'avion pas chers, on pouvait finalement très facilement voyager dans le monde entier. Et d'un coup d'un seul, en quelques semaines, tout ça s'est fermé. Et c'est quand même pour moi énorme. Alors, les grands joueurs, ils ont perdu des milliards. En fait, Airbnb qui perd 4 milliards de dollars en 2020, c'est aussi une période étonnante parce qu'on se dit qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'économie, une entreprise qui perd 4 milliards en un an, logiquement, elle ne tient pas debout longtemps. Et là, tous les mastodontes, ils sont toujours là et on va y revenir parce qu'ils vont réagir. La pandémie, elle a impacté chez nous tout d'abord les entreprises, pour moi énormément, qui sont sous tension financière, mais surtout tension nerveuse. Alors tension financière malgré tout pour un certain nombre d'entreprises, mais il y a quand même eu des aides gouvernementales qui étaient importantes et qui ont permis qu'il n'y ait pas encore beaucoup de dépôts de bilan. Mais
Le plus difficile, ça reste quand même ce manque de visibilité qui est absolument énorme pour toutes les entreprises. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va vraiment repartir. On sait que ça va repartir sur le printemps 2021, voire l'été 2021, voire peut-être l'automne 2021, mais on n'a toujours pas cette visibilité, ce qui nerveusement est vraiment compliqué. Il y a des filières qui sont énormément impactées dans cette crise Covid. C'est notamment le monde du tourisme d'affaires, le MICE, les meetings, les incentives, les congrès, les événements, l'hôtellerie urbaine, le monde de la montagne. Ils ont énormément souffert depuis un an. On se retrouve malgré tout avec des hébergeurs et des activités en milieu rural qui s'en sont mieux sortis, surtout grâce à la saison exceptionnelle de 2020 dont on attend peut-être qu'elle se reproduise en 2021, mais c'est très inégal aussi. Et finalement, ce qui était quelque part les urbains, notamment le tourisme dans les villes, qui étaient les grands gagnants, les midweek, etc., c'est aujourd'hui la filière qui souffre le plus. On a le grand retour des territoires ruraux qui ont été, vous voyez là, c'est une photo de l'Aubrac que j'ai prise cet été. L'Aubrac qui était, il y a eu un nombre de reportages sur ce secteur extrêmement rural et il y avait un monde qui était absolument fabuleux. Ils ont été redécouverts, plébiscités par les clientèles. C'est devenu très tendance de partir en Creuse, de partir dans tous les territoires extrêmement ruraux qu'on peut avoir. Et le tourisme urbain a été beaucoup plus à la peine. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ces tendances 2020, et c'est ce qui va être important pour voir comment on accompagne les territoires, est-ce qu'on est sur un épiphénomène qui s'est déroulé en 2020, où on a eu un changement du comportement des touristes lié uniquement au fait qu'on ne puisse pas voyager ailleurs? Est-ce que c'était juste ça? Ou bien est-ce qu'on est réellement sur un changement de tendance profond? Et ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai peut-être quelques éléments de compréhension. Après, je ne suis pas devin, donc je n'ai pas vraiment de réponse. Alors, on le sait, ça c'est Jean Pinard, le directeur du CRT, du CRT des loisirs d'Occitanie, qui dit les vacances Covid, cette année encore, ce sera proximité, nature et activité. Ça, c'est vrai que c'était 2020, 2021, etc. Pourquoi proximité, nature et activité? Proximité, parce qu'on ne pouvait pas partir loin. Donc, du coup, les 12 millions de Français qui ont l'habitude de voyager en Europe, un peu partout dans le monde pendant la saison estivale, eux, ils sont restés chez eux, ils sont restés à proximité. Ils sont allés consommer de la nature parce qu'après un confinement, le confinement du printemps 2020, où pendant 2 mois on est resté enfermé chez soi, on avait envie de nature, de grand air et d'espace. La nature, c'était également le fait d'un point de vue sanitaire d'être plus protégé. Et puis il y avait ce gros besoin d'activité qui existe toujours, de se dépenser, de se défouler, etc. Les tendances qui ont été en hausse, en fait, qui étaient des tendances qui existaient déjà, c'est tout ce qu'il y a autour du durable. C'est tout ce qu'il y a autour du slow tourisme, tout ce qu'il y a autour du locatourisme. Tendances qui ont été largement aidées par la communication des médias. Il n'y a jamais eu autant de reportages gratuits sur les destinations rurales en 2020 et les destinations en France de façon générale. En 2020, il n'y en avait jamais eu autant. Cette année, ça a été vraiment, l'an dernier, ça a été un gros coup de pouce. Donc là-dessus, on était pas mal sur ces tendances. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment, selon moi, on passe du signal faible à la tendance lourde. Alors, un signal faible, c'est quoi? C'est une information d'alerte précoce, de faible intensité, qui peut être annonciatrice d'une tendance ou d'un événement important. Et par exemple, il y a un an ou deux, c'était le locatourisme. C'était ce qu'on peut appeler un signal faible. Il y avait notamment un journaliste qui s'appelle Joël Henry, qui est de Strasbourg, qui était venu à l'automne 2019 dans ma région pour animer une conférence sur le locatourisme, comme une nouvelle façon. On parlait déjà un peu de staycation, c'est-à-dire le fait de prendre des vacances chez soi, en restant à la maison et en faisant des activités autour de son domicile. Mais quand on était en 2019, on était vraiment sur un signal faible. C'est-à-dire que ce n'était pas une tendance générale, on se disait peut-être que ça va s'infléchir ou pas. Et donc, on est passé à la tendance lourde,
la tendance lourde, là, c'est lorsque la norme sociale évolue. C'est-à-dire lorsque le locatourisme devient tendance, devient vraiment quelque chose de désirable socialement, ça agit sur nos comportements. Et il faut vraiment que la norme sociale évolue pour que nos comportements évoluent en profondeur et de façon définitive. Euh, Or, c'est vrai que cette période de pandémie, elle a largement fait évoluer certaines normes sociales. Imaginez en septembre 2019, donc juste avant la pandémie, si on rentrait dans un cadre parisien qui rentrait dans son bureau en disant oh, j'ai passé 3 semaines dans la Nièvre, dans un gîte rural, c'était quand même moins puissant socialement que de dire on a passé 3 semaines sur une île grecque, c'était vraiment phénoménal. En 2019, c'était socialement quelque chose qui n'était pas dans la norme. Si à l'automne 2020, arriver à son bureau et puis dire j'ai passé 3 semaines de vacances dans la Nièvre, c'était quelque chose qui était socialement important, socialement accepté. C'est le coup, par exemple, avant la norme sociale, c'était je fais les capitales européennes en low cost. Moi, je suis professeur à l'université, j'ai des jeunes qui ont 20, 22 ans, 23 ans. Jusqu'à il y a 2, 3 ans, tous passaient, dès qu'ils le pouvaient, passaient les week-ends, partaient 3, 4 jours en Italie, en Irlande, etc., pour découvrir les capitales européennes à bas coût. Aujourd'hui, la norme sociale pour eux, c'est le tourisme à côté de chez nous. Et donc là, vous voyez, on voit bien que la norme sociale a totalement évolué parce que c'est plus aujourd'hui dans un certain milieu, c'est pas forcément tous les milieux, mais c'est plus forcément aujourd'hui la norme de dire je vais prendre un avion qui va polluer pour aller passer 4 jours à Prague, alors que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, localement, qui seront beaucoup plus importantes et qui contribueront au tourisme local. Donc du coup, c'est cette évolution de normes sociales qui agit sur les comportements. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vit une période, malgré tout, on a des injonctions totalement paradoxales. Les injonctions paradoxales, c'est à gauche, vous pouvez aller à Vienne pour 29 euros, et à droite, prenez l'air à 2 heures de Paris et allez-y en train. En fait, là-dessus, tant qu'il n'y a pas en plus de la norme sociale, il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire de normes officielles qui diraient, par exemple, on va taxer le kérosène et donc du coup, ce ne sera pas 29 euros pour aller à Vienne en avion, mais ce sera 229 euros. À ce moment-là, on aura toujours une injonction paradoxale entre je pense que c'est bien d'aller depuis Paris en Berry-Sologne pour aller passer mon week-end, et puis c'est bien aussi d'avoir la possibilité d'aller boire un chocolat chaud à Vienne et danser une valse parce que malgré tout le coût n'est pas élevé. Et donc c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale qui fait que pendant un temps on aura finalement ces tendances qui coexisteront, mais il y en a bien une qui passera devant l'autre. Par contre, on ne sait pas à quel rythme ça va aller. Tout ce qu'on sait, c'est que les changements sont longs et que ça prend du temps et qu'en plus, ils ne sont pas uniformes parce qu'en fait, ce ne sont pas forcément toutes les catégories de population qui réagissent de la même façon. Vous allez avoir des catégories qui seront beaucoup plus sensibles au fait, par exemple, de passer des vacances à proximité, d'aller s'investir dans des territoires ruraux. Et puis, il y en a qui seront très sensibles uniquement au prix et à l'opportunité de pouvoir aller à l'extérieur. Par exemple, ce qui se passe ces dernières semaines, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que la télévision espagnole a fait ses gros titres de jeunes Français qui vont passer le week-end à Madrid, puisque depuis 2 mois, les bars et les restaurants sont ouverts jusqu'à 23 heures à Madrid. Il y a des forfaits tout compris, 170 euros, l'aller-retour Madrid, hôtel compris, qui font la joie des jeunes gens qui décollent de Paris ou de Nice et puis, ou de Marseille et qui vont passer un week-end à Madrid juste pour pouvoir faire la fête. Et donc, du coup, eux, ils ne sont pas uniformément, ils ont juste envie d'aller dans un endroit le plus important pour eux, leur besoin le plus essentiel, c'est plutôt d'aller boire un coup dans un bar qui soit ouvert. Donc, ces changements sont longs, mais un événement exceptionnel comme une pandémie, c'était le cas d'une guerre, etc., accélère toujours les processus. Donc, on peut imaginer malgré tout que si on est vraiment sur des tendances lourdes, notamment ce besoin de proximité,
ce besoin de durabilité, ce besoin de slow tourisme, on peut imaginer que ce processus est définitivement enclenché. Ça l'a accéléré, ça l'a enclenché. Est-ce qu'il va devenir majoritaire? Est-ce qu'il va cohabiter? Ben, c'est ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Je ne me hasarderai pas à faire des prédictions en ce sens. Tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai l'impression que les tendances ont été vraiment ancrées par la crise. Par la crise. Et donc, on peut imaginer qu'on ait des comportements, des modifications de comportement qui peuvent modifier la façon de partir en vacances de façon assez évidente. La première, c'est qu'en fait, la tendance sur le durable, ça doit vouloir dire qu'on aura des visiteurs qui seront quand même beaucoup plus sensibles à l'écologie et donc sensibles au fait que mon hébergement sera éco-responsable, que ma destination aura mis en place un certain nombre de dispositifs, le territoire sur lequel je vais, pour faire que l'écologie soit respectée sur ce territoire. Je serai sensible à cela lorsque je partirai en vacances. Il y aura moins d'envie de prendre l'avion parce que ce sera socialement moins désirable, donc on va aller vers plus de proximité. Il y aura cette injonction à prendre le temps, à dire, ben voilà, retrouvez-vous, par exemple, il y a une récente enquête du Crédoc qui a interrogé les Français sur les valeurs en hausse. La valeur famille est vraiment quelque chose qui est en hausse. Donc la valeur prendre du temps avec mes proches. Donc du coup, c'est quelque chose, prendre le temps qui va vraiment être important. La recherche d'authenticité, ben, ça fait que, par exemple, les hébergements de caractère, qui fonctionnent déjà très bien, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc., vont être vraiment plébiscités. On voit bien d'ailleurs que dans l'hôtellerie, les chaînes d'hôtels qui avaient des hôtels plutôt standardisés, qui correspondaient autrefois à une demande de dire je vais dans un hôtel Mercure qui ressemble à un hôtel Mercure, maintenant essaient d'individualiser chaque hôtel de manière à ce qu'il soit beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus authentique. Les valeurs famille, j'en parlais tout à l'heure, c'est un vrai besoin de se retrouver en famille, de se retrouver près des siens. Donc on peut imaginer que les vacances en tribu, donc qui privilégient notamment les grands gîtes, vont vraiment se développer. Je pars avec les miens, en intergénérationnel, on va refaire corps, etc. C'est quelque chose qu'on peut imaginer qui marche bien. Et puis la sécurité sanitaire, on le sait, est quelque chose qui va être important. Et donc pour les vacances en France, le fait d'avoir des logements indépendants est quand même aujourd'hui plébiscité. On sait aujourd'hui que les résidences hôtelières fonctionnent beaucoup mieux que les hôtels, par exemple, puisqu'en plus les restaurants sont fermés. Donc, tous ces éléments-là font qu'on sent des changements de comportement qui vont influencer immédiatement sur la façon de prendre des vacances. Le bien-être, enfin, c'est peut-être le bien manger qui va revenir avec une envie de circuit court, d'aller avoir des produits locaux. C'est quelque chose qu'on voit vraiment se développer. Mais il y aura des injonctions fortes lors de la reprise qui seront absolument évidentes. On aura notamment ce fameux phénomène qui s'appelle le revenge travel ou les revancheurs du voyage, c'est-à-dire c'est comparé souvent aux années folles. Après la Première Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu une explosion dans la fête, la danse, la musique, le champagne, etc. Et que donc il y aura tout le monde, quand on interroge les gens, sont dans les starting blocks pour revoyager, essayer de rattraper le temps perdu quelque part, de dire on n'a pas pu tout faire. Donc ça peut être du temps regagné par des voyages en France, mais aussi des voyages à l'étranger dès que ça va se réouvrir. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment idée. Et puis, il y aura aussi la question de la vaccination et puis du pass sanitaire. Imaginons qu'au 14 juillet, il y ait une immunité collective pour l'Europe, comme un commissaire européen, Thierry Breton, semble le dire. À ce moment-là, ça peut vouloir dire qu'on a un pass sanitaire dès la saison 2021, mais dans tous les cas, ce pass sanitaire, il arrivera à l'Europe à l'automne, et donc l'accès à l'Europe sera finalement possible à ce moment-là, à partir de l'automne. Sur le tourisme d'affaires, sur le MICE, sur les meetings, les incentives, les congrès et les événements. Il y a malgré tout un effort du
du secteur pour que ça reparte. On a beaucoup parlé de, ben oui, maintenant, les entreprises ne vont plus envoyer leur personnel dans des congrès internationaux, etc., etc. Mais il y aura quand même des injonctions à ce que ça reparte, parce que tout le monde a intérêt. Faire un événement, un congrès à distance, ça n'a pas du tout les mêmes retombées économiques pour un territoire. Donc, il y aura une envie de ces acteurs-là. On voit qu'en Asie, par exemple, où le Covid n'existe pratiquement plus, il y a eu une forte reprise du maïs déjà. Par exemple, à Londres, il y a beaucoup d'événements qui sont reprogrammés, donc on peut imaginer que malgré tout, ça reparte aussi. Et donc, je finirai par dire sur mes perspectives à long terme que la seule certitude, c'est que rien n'est certain. C'était la certitude de Pline l'Ancien et c'est aujourd'hui ce qu'on peut dire. Sur 2021, rapidement, ça va être le même casse-tête que l'an dernier, mais avec une expérience. Parce que, pourquoi un casse-tête? Parce que d'abord, on ne connaît pas forcément les dates d'ouverture. On sait qu'il y aura de la dernière seconde. Ça, c'est évident. On parlait de dernière minute, aujourd'hui, on parle de dernière seconde. Et puis, on aura les questions de comment on peut fidéliser ces nouveaux clients qui sont venus en 2020, vont venir en 2021. Si en 2022, tout l'espace européen et international est ouvert, est-ce qu'ils passeront leurs vacances en France ou est-ce qu'ils repartiront ailleurs? Et cette question de la fidélisation sur l'année 2021 semble extrêmement importante. Ce dont on est sûr, c'est qu'on ne reviendra pas au modèle new normal, c'est-à-dire un modèle qui ferait qu'on serait comme en 2019. On sait qu'il y a des opportunités. C'est absolument évident, je pense que j'ai essayé de le montrer, mais on sait qu'il y a des incertitudes aussi. Et donc, si les territoires et les entreprises ne font absolument rien dès maintenant, c'est-à-dire attendent juste que la saison 2021 soit bonne et ne font rien derrière, il y a de très fortes chances qu'à partir de 2022-2023, tous les territoires qui avaient gagné des afflux de population reperdent ces touristes qui vont repartir vers d'autres endroits. S'il n'y a pas d'adaptation de l'offre, s'il n'y a pas d'adaptation des territoires, c'est ce qui risque d'arriver. Et donc, on en arrive à ma deuxième partie, comment on peut justement innover dans l'accompagnement des territoires? Comment on peut essayer d'accompagner l'ensemble des entreprises et l'ensemble des territoires à être beaucoup plus performants pour s'adapter à cette reprise et essayer d'inventer ce fameux nouveau tourisme. Alors, il faut d'abord accompagner de façon indifférenciée les entreprises comme les territoires. Alors, pourquoi il faut accompagner les entreprises? Parce qu'elles vivent l'urgence depuis plus d'un an, elles tentent juste de survivre. On voit souvent les professionnels, quand je fais des web-séminaires, ils se sentent isolés malgré tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu beaucoup d'événements professionnels en présentiel, où on a pu voir les collègues, il n'y a plus d'éductours, de choses comme ça. Donc, ils se sentent vraiment un peu isolés. Il y a des collaborateurs dans les entreprises qui sont parfois en précarité, mais qui souvent sont inquiets. C'est pas simple quand on a un job dans un restaurant de passer un an sans aller au travail, même si on a le chômage partiel. Mais le problème, c'est de se dire, mais comment finalement je suis quelque part utile? Comment ma vie, mon travail sert à quelque chose? Mais par contre, toutes ces entreprises, on peut le dire, on le sait, elles ont un super potentiel d'adaptation. C'est ça qu'il y a de fabuleux. On l'a vu déjà pendant la saison 2021, on est passé de l'adaptation des normes sanitaires à des jauges réduites, à des nouveaux produits. On a vu comment les restaurateurs se sont adaptés à la vente à emporter, on a vu comment les hôteliers se sont adaptés aux nouvelles normes sanitaires. On a vu dans toutes les professions du tourisme qu'il y a quand même un sacré potentiel d'adaptabilité, mais peut-être qu'à un moment, il faut justement être à côté. Les territoires, faut quand même les accompagner aussi, parce que dans les territoires en France, il y a des situations qui sont totalement inégales. Parce qu'on a des territoires ruraux qui vont mieux, la montagne qui n'a pas fonctionné cet hiver, les villes où c'est la catastrophe. Et puis, il y a l'écosystème qui ne s'est pas vraiment réorganisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours en distanciel, on n'a plus forcément de rencontres et de travaux pratiques et très concrets entre les différents niveaux. Et puis, cet écosystème, il s'est enrichi aussi. C'est-à-dire qu'on a de nouveaux acteurs. On a par exemple, les habitants ont pris beaucoup de place, les produits locaux, les commerces locaux.
sont des acteurs qui ont été aidés par les territoires et qui font partie de cet écosystème. Et donc, ça veut dire que quand on est un territoire, un organisme de gestion de la destination, on a intérêt à appréhender l'écosystème de façon différente avec l'ensemble de ces nouveaux acteurs. Mais en même temps, il y a eu des urgences à gérer. C'est vrai que ça fait 1 an que les territoires ils gèrent des urgences. Ça a été d'abord les aides, ensuite, après les aides aux entreprises, ça a été les programmes d'animation, ensuite, ça a été les annulations, etc., etc. On n'a pas de recul non plus sur qu'est-ce qui va se passer après la pandémie. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des bonnes volontés sur les territoires et qui peuvent être fédérées. Donc, entreprises et territoires, ce sont quand même les 2 types d'acteurs qu'on doit accompagner. Alors, comment les accompagner? Pour moi, c'est surtout une question d'étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, mais il ne faut pas non plus en manquer. Donc, j'ai essayé, pour l'occasion, d'essayer de réfléchir à comment on pourrait conseiller un territoire et à s'organiser, comment on peut accompagner l'écosystème d'un territoire à se réorganiser. Donc, la première étape pour moi, c'est de bien préparer la saison 2021. Je ne sais pas si on l'a bien fait parce qu'on n'a pas beaucoup réuni les professionnels encore. Il y en a qui l'ont fait, mais voilà. Donc, la saison 2021, elle va être un peu comme la saison 2020, mais avec une expérience. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on sait déjà que dès que ça va être réouvert, on va avoir en nombre des visiteurs et qu'on risque d'être débordé. Donc, il faut être adaptable et il faut être agile, notamment sur le recrutement de personnel dans les entreprises, notamment sur l'adaptabilité de dernière minute, sur je produis telle animation, je l'annule, etc., etc. Donc, cette saison 2021, il faut la préparer avec beaucoup d'espoir, en se disant que finalement, il y aura beaucoup de saisons à venir qui seront comme ça, c'est-à-dire totalement incertaines jusqu'à peu près au moment de la saison. Et qu'il faut apprendre à être dans l'incertitude permanente et à pouvoir réagir alors qu'on est dans l'incertitude permanente. Je crois que ça, c'est une leçon de la pandémie. Tout territoire et toute entreprise qui sait s'adapter à une situation incertaine est sûre de pouvoir bien rebondir dès qu'il y a une possibilité de rebond. Celle qui finalement ne sait pas quoi faire et déstabilisée aura beaucoup plus de difficultés à profiter d'une soudaine accélération. La deuxième étape, et qui me semble essentielle, c'est de profiter de la saison 2021 pour écouter les clients. Je pense que c'est mieux connaître ses clients, c'est la saison où j'aime. Alors, comment on peut écouter les clients? Pour moi, il y a une question d'observation. Alors, quand je parle d'observation, je ne dis pas qu'il faut faire des enquêtes de clientèle qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, où on va commander à un institut de sondage 1000 ou 2000 enquêtes cordon pour savoir comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils visitent, etc. Non, c'est de se doter de moyens d'écoute relativement simples chez les professionnels et dans les offices de tourisme. C'est-à-dire qu'on a un groupe de professionnels sur un territoire qui sont intéressés pour faire une sorte de cercle d'écoute, un observatoire de l'écoute client. Et du coup, ils vont, une fois par semaine, essayer d'avoir un entretien pendant 1 heure avec un client pour savoir comment il a connu la destination, pourquoi il a choisi cet hébergement, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa semaine, qu'est-ce qui l'a intéressé, qu'est-ce qui lui a manqué, etc. De la même façon, pour un office de tourisme, moi je suggère souvent, et ça commence à se faire un peu, heureusement, ça fait des petits, de faire des apérogites. C'est quoi le principe? C'est si j'ai une famille qui passe à l'accueil en début de semaine et qui est là pour 1 semaine sur mon territoire, sur ma destination, je lui propose de venir lui payer l'apéritif le vendredi et je lui demande de bien noter tout ce qu'ils font pendant la semaine. Et du coup, je passe 1 heure à faire déguster des produits locaux à ma famille et boire un verre de vin local. Et en même temps, je vais récupérer des informations qui sont essentielles sur la façon dont s'est comportée cette famille. Pourquoi ils ont choisi le territoire? Qui c'est qui leur a fait de la préconisation d'activité, la préconisation de visite? Pourquoi ils sont venus cette année? Qu'est-ce qui ferait qu'ils reviendraient l'an prochain, même si les frontières sont ouvertes, etc. En mettant en place cet observatoire de l'écoute client de façon très très simple, on fait du qualitatif. On ne fait pas du quanti, mais on fait du quali. Et ensuite, en rediscutant, en redébriefant avec les pros qui finalement ont des oreilles, puisqu'ils sont toute l'année auprès des clients. Et quand je dis les pros, c'est les conseillers en séjour de l'office de tourisme, comme les hébergeurs, comme les prestataires d'activités ou les restaurateurs.
en les mobilisant autour de cette écoute-là, en faisant cet observatoire de l'écoute client, on peut vraiment avoir de très très bonnes informations qui vont nous permettre de travailler sur l'adaptation de l'offre. Et c'est la troisième étape, c'est de tester dès la saison 2021 certaines innovations. C'est des nouveaux produits, des nouvelles animations qui vont permettre de regarder si ça marche. Là, par exemple, sur la diapo, j'ai repris une initiative d'un petit office de tourisme de Vendée, le pays des achats. Il y a 3 salariés à l'office de tourisme, donc on n'est pas dans un office de tourisme énorme. Mais bon, comme c'est en Pays de la Loire, on sait que c'est une région où il y a de l'initiative tout le temps et un sens de l'innovation. Ils ont, par exemple, l'an dernier, organisé des visites chez les producteurs. Des producteurs qui n'avaient jamais été ouverts au tourisme jusqu'à présent, un fromager, des jardins, etc., etc. Ben, ils ont dépassé la capacité d'accueil parce qu'ils ont vu de suite que ça correspondait vraiment à une nouvelle demande, connaître des produits locaux. Juste aller voir des vaches, regarder comment on fait du fromage avec du lait de vache. C'est aussi simple que ça. Mais ça correspondait vraiment à une demande, alors qu'ils ont une clientèle qui est une clientèle qui vient en camping dans des mobil-homes, qui n'est pas a priori passionnée pour le rural. Donc ça, c'est un test. Ils ont testé l'an dernier, parce qu'organiser une quinzaine de visites, c'était pas avec des petits groupes, c'était pas énorme. Mais là, ils savent maintenant que c'est quelque chose qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Donc du coup, c'est aussi l'occasion de faire de la relation client et d'être beaucoup plus en mode fidélisation. La quatrième étape, une fois qu'on a testé l'innovation pendant la saison 2021, c'est de travailler autour de l'innovation en créant un écosystème. Et ça, je pense que c'est important pour les territoires. C'est-à-dire, il ne faut pas que les offices de tourisme ou les pays, les communautés de communes restent tout seuls. Il faut qu'ils s'ouvrent à des partenaires externes. Ça peut être des tourisme labs, ça peut être des acteurs de l'innovation, on peut associer les startups, associer l'université, etc. Ce qui va permettre d'avoir autour de la table des acteurs qui ont un regard différent sur l'offre. Et c'est cette étape-là qui va nous permettre de travailler dès la fin de la saison sur l'étape numéro 5, qui est le travail, l'adaptation de l'offre de son territoire en faisant du design de service pour designer l'offre de son territoire. Alors, quand on parle design de service, ça veut dire que, c'est simple, faire du design de service, ça veut dire que simplement, on construit un produit en l'adaptant au parcours du client. Et on connaît le parcours du client parce qu'on aura observé pendant la saison 2021. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut. Et donc, à partir de là, on va travailler, en embarquant les pros, on va travailler sur de nouveaux produits, voire de la modification de produits, de la modification de l'offre. Ce n'est pas forcément des investissements énormes qu'il faut faire, mais par contre, dans l'animation, la relation, la tonalité, l'éco-responsabilité, etc., il y a sans doute des choses à faire qui sont simples et intéressantes et sur lesquelles il faut travailler. Et donc, là, il y a un gros chantier à faire qui est le chantier design de l'offre dès la fin de la saison pour dire, ben voilà, comment sur les années suivantes, on va adapter notre territoire à cet après-Covid, cette nouvelle façon de consommer du tourisme. Si on ne le fait pas, on va se retrouver pour beaucoup avec une baisse. Et ce qui est important, c'est qu'il faut se faire accompagner, en fait. Les territoires, alors ça, c'est une diapo que j'ai repris. Je suis coprésident des Francophonies de l'innovation touristique, qui est une association qui regroupe des experts de l'innovation de toute la francophonie. Et à Montréal, en 2019, on avait défini l'impulseur facilitateur de territoires innovants. C'est-à-dire en disant, pour qu'un territoire puisse innover, c'est très rare qu'il puisse le faire tout seul lui-même. Parce que pourquoi? Je suis animateur de mon territoire, je suis agent de développement, je suis élu en charge du tourisme, ben j'aurai toujours le nez dans le guidon. Alors que si j'ai un tiers de confiance, une personne, une structure extérieure, qui peut être une fédération professionnelle, un lab, voire un cabinet d'études, etc., et qui soit mutualisé à l'échelle d'un territoire, ça peut vraiment m'aider. Il faut que j'ai un référent innovation en interne, mais que je sois accompagné par un tiers qui va me lever les mains du guidon de manière à ce que j'ai une vision un peu plus à 362. Et je finirai en remettant un schéma que j'aime bien, qui est aussi le fruit des travaux de cette association, les Francophonies d'innovation touristique, qui s'appelle, c'est le triumvirat de l'innovation, en disant que pour qu'on puisse innover sur un territoire, il faut d'abord qu'il y ait un potentiel, c'est-à-dire que finalement, il y ait
un potentiel d'innovation, quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Par exemple, on a, je sais pas, des châteaux viticoles qui ont envie de s'investir pour modifier leur offre. Donc, on a un potentiel. On a des acteurs, on a des gîtes ruraux, etc., qui ont un potentiel. On a des talents, c'est-à-dire qu'à un moment, pour innover, avoir des idées, il faut quelqu'un qui ait la bonne idée et qui ait ce talent d'innover. Mais il faut également qu'on ait un terreau, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire, l'écosystème lui-même, soit favorable à l'innovation. Que pour les élus qui vont financer ou donner leur aval, pour le conseil d'administration de l'office de tourisme, pour les habitants, etc. Le fait d'avoir des acteurs de l'innovation et de se dire on se remet toujours en question, il faut vraiment que ce soit une culture. Et si on a à la fois ce potentiel, ces talents et ce terreau, ben, c'est gagné pour finalement pouvoir innover sur un territoire. Je pense que ce sont trois conditions qui sont absolument essentielles. Bien, je vous remercie pour cette... je vous remercie, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment je fais pour... voilà, je vous ai revenu. Et donc, il faut que j'arrête le partage. Voilà. Et voilà, et j'ai arrêté le partage. Voilà, alors, j'ai été peut-être un peu long. Bien, merci beaucoup, Jean-Luc. Non, c'était parfait. Parfait au niveau du timing. Très intéressant. En tout cas, c'était vraiment très, très complet aussi. Donc, sur tous les aspects, comment on va rebondir aussi par rapport à la veille que tu as pu faire, aux observations qui ont pu être faites de ton côté par rapport au monde du tourisme. J'avais des questions pendant ta présentation, mais finalement, tu as répondu en déroulant au fur et à mesure un petit peu sur notamment le revenge travel, puisque dans ton premier exemple, tu présentais le fait que maintenant, les personnes souhaitent voyager et faire du tourisme de proximité, alors qu'auparavant, ils voyageaient plutôt dans des villes européennes. Et du coup, je me demandais en fait, est-ce que finalement, quand on pourra de nouveau sortir et voyager comme on le faisait auparavant, est-ce qu'on ne serait pas tenté de refaire, pas les mêmes erreurs, mais en tout cas de reprendre les mêmes habitudes? Et du coup, tu as répondu par rapport à cet aspect-là aussi. Oui, parce qu'en fait, on sera vraiment dans l'injonction paradoxale, quoi, en fait. Donc, la question, on sait qu'on aura une partie des personnes qui repartiront en avion, etc., etc. La question, c'est quelle sera la valeur sociale de tout ça. C'est-à-dire que si dans son milieu social, en fait, très simple, hein, si on était un jeune urbain actif, il y a encore 4 ans, c'était totalement admis et valorisé socialement de partir un week-end en Écosse sur une capitale européenne. Aujourd'hui, ce qui est socialement admis et ce qui a une vraie valeur et donc qui représente notre imaginaire et notre désir, c'est alors sans doute ça, mais on va se dire peut-être pendant un temps plus long, pendant 4 jours, ou alors ça va être le fait plutôt, ce qui est admis, c'est de dire ah ben non, on va partir en France, on va partir à proximité. Et on sera peut-être aussi, comme on le fait par exemple pour beaucoup de profils qui sont très engagés sur le durable, mais qui malgré tout vont de temps en temps craquer. Acheter le dernier iPhone ou les choses comme ça en disant ah ben, je fais tellement de choses bien que là peut-être je vais quand même pouvoir prendre l'avion pour pouvoir partir pendant quelques jours. Donc pour moi, tout ne va pas basculer, mais on risque quand même d'avoir une catégorie de la population qui reste fidèle sur cette consommation locale, quoi, en fait. Oui, faut espérer. Et puis après, comme tu dis, personne n'est parfait. On ne va pas tout le temps aller à l'encontre de ce qu'on souhaite faire, même si ce serait bien. C'est aussi compliqué de garder, mais de rester. En fait, au final, il faut rester et garder ses valeurs. En tout cas, c'est ce que je trouve. Je Ouais. vois que Eric Grou a levé la main. Je vais vous laisser la parole. Ouais. Merci. Bravo, oui, pour votre intervention. Je trouve très pertinente. Si je veux faire quelques commentaires, enfin, je pense à 3 commentaires. Un, je crois qu'effectivement, il faut avoir une approche marketing, hein, c'est-à-dire pas essayer de vendre ce que l'on produit, mais bien produire ce que l'on vend, c'est-à-dire bien être à l'écoute du client. Et j'aurais même ajouté à votre propos qu'il faut sans doute segmenter la clientèle, parce que la demande des seniors ne sera pas la même de celle d'une famille et autres. Et il faut avoir une offre globale, comme vous le disiez, ancrée au territoire, il faut avoir des racines pour avoir des ailes et pour être visible, voilà, il faut une spécificité. J'avais envie d'ajouter, là, quand vous évoquiez les talents, j'aime bien ce mot-là parce que ça identifie bien qu'il nous faut des gens avec des qualifications, mais des gens aussi avec des comportements.
Et ça veut dire que derrière, il faut un management fort, hein, comme dans une équipe de sport. Il faut que l'équipe travaille vraiment ensemble et la personne à la réception doit avoir un lien avec le cuisinier, avec le bagagiste ou autre, ou la femme de ménage, parce que c'est ensemble qu'on va réussir à fidéliser le client, à le satisfaire. On sait que le client, c'est plus un roi, c'est un tyran. Il est capable de zapper, il est capable de vous lâcher et d'aller, comme vous disiez, à l'autre bout du monde peut-être parce qu'il a une offre à 29 € pour aller valser à Vienne. Mais peut-être qu'il reviendra aussi s'il a un bon souvenir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une équipe et un management fort. J'aime bien la phrase d'Herrero, Daniel Herrero, qui disait faut donner du sens, faut donner du sens, le sens crée le mouvement crée la cohésion révèle le talent. Voilà, il y a quelque chose comme ça à dire. Et oui, c'est ça. Puis la dernière chose, je pense qu'on ne peut travailler qu'en réseau. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire partie d'un club, faire partie d'une association, être adhérent évidemment de l'office de tourisme. Ici, c'est les chambres de commerce, quelquefois c'est des communes ou autres qui ont des commissions et autres. Il faut absolument travailler en réseau parce que seul, c'est impossible et c'est déprimant. Et il faut travailler avec des collègues, il faut travailler avec en amont et en aval aussi, avec différents acteurs, fournisseurs ou autres, pour avoir des produits locaux à sa carte, pour avoir des produits bio, etc. Tout à fait dans le sens de l'histoire. Mais merci encore. C'est peut-être, merci Eric, hein, c'est vraiment la base de travailler en réseau. Je rebondis juste sur tout votre propos était vraiment très juste. Je rebondis juste sur le dernier point. Travailler en réseau, c'est la base et c'est aujourd'hui, malheureusement, peut-être qu'on n'a pas assez mis à profit cette pause un peu pour reconstituer les réseaux et voir. Exactement. On a trop tendance à être en silo ou là, à s'être recroquevillé, d'avoir fait un peu. C'est ça. Alors qu'au contraire, on aurait pu créer de nouveaux réseaux avec des nouvelles interactions. Par exemple, aujourd'hui, on sait il y a de nouveaux acteurs du tourisme. D'habitude, dans le tourisme, on a les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires d'activités, les lieux de visite. Aujourd'hui, le tourisme, c'est aussi le marché, c'est aussi les commerces de bouche, c'est aussi le producteur local, c'est voir le prof de yoga ou de tai chi chuan parce que le bien-être est quelque chose d'important. Tous ces acteurs-là avec qui on commence un peu, un propriétaire de chambre d'hôte, il commence à travailler comme ça, mais on ne les a pas identifiés, on ne les a pas forcément mis en réseau. Et aujourd'hui, la façon de vivre son séjour est modifiée avec de nouveaux acteurs. Donc, il va falloir faire de nouveaux réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, ça passe du document de l'office de tourisme ou de la base de données de l'office de tourisme où on ne sait pas où mettre le producteur qui n'a pas de salle d'accueil officielle mais qui vend juste son lait ou ses yaourts et qui est plébiscité par le visiteur parce qu'il veut voir un vrai produit local. Vous voyez ? Exactement. Aussi, on a à réinventer tout ça. Et ça va faire de nouveaux réseaux, mais avec une super richesse, parce que l'avantage de ces nouveaux réseaux, c'est que ça va correspondre à une demande des touristes, mais aussi à une demande des habitants qui veulent vivre avec la même qualité de vie au quotidien sur leur territoire. Et là, il y a plein de choses nouvelles à inventer qui sont superbement intéressantes sur les nouveaux réseaux. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour pareil, cette intervention avec votre point de vue en plus, très intéressant. Et puis, je vois qu'il y en a également d'autres personnes qui commentent, notamment Laurence qui donc te remercie pour la présentation très intéressante et qui a bien apprécié, je pense, la manière et la philosophie dont tu parles autour du design thinking au territoire, donc les mots-clés, le client, l'agilité qui seront les bases du succès de demain. Ça en fait clairement partie. Et puis Brigitte Souverain, par contre, qui souligne que le tourisme de proximité de nature, c'est bon pour nos territoires, mais peu rémunérateur, sauf pour l'hébergement. Oh, je ne suis pas forcément d'accord là, parce qu'en fait, d'abord, les études montrent que les pratiquants du tourisme de nature ont quand même des dépenses annexes qui sont au même niveau qu'un pratiquant d'activités sportives ou d'activités de patrimoine, etc. Donc, consomme quand même de la restauration, consomme des produits locaux. Ce n'est pas forcément les mêmes postes. C'est-à-dire que, par exemple, si on est un lieu de patrimoine, on va peut-être voir moins de gens qui sont vraiment adeptes de la randonnée, de la nature, etc. Mais il y a par contre, c'est là encore des nouveaux acteurs qui peuvent bénéficier de ça. Mais je suis à peu près persuadé que le niveau de dépense est à peu près équivalent. Même le niveau en locatourisme, c'est-à-dire le tourisme d'immédiate proximité où parfois il n'y a pas l'hébergement, mais à ce moment-là, il y a plus de restauration, plus de produits locaux, etc. C'est-à-dire il y a un glissement aussi des lieux de profit, quoi.
sais pas si ça répond à la question, enfin à la remarque en tout cas de Brigitte. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. On a du mal à convaincre les touristes de prendre des accompagnements. C'est ça la difficulté, en tout cas, qui semble être rencontrée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, pour moi, là aussi, hein, c'est pourquoi. Et alors là, je ne connais pas exactement le produit, mais c'est ça qui serait intéressant quand on parle de l'observation et de l'écoute client. C'est finalement, j'ai un produit qui logiquement correspond bien à la demande de nature, etc. Mais pourquoi les clients ne le prennent pas? Et là-dessus, on doit pouvoir s'interroger. C'est-à-dire, ou bien c'est une question, le produit correspond tout à fait, mais c'est une question de coût, ou bien il est mal adapté, ou bien il faut peut-être le réorienter, etc. Et je pense que il y a toujours un marché en général. Après, la difficulté, c'est que quand on fait du coût humain, souvent, c'est-à-dire qu'on fait un service qui est vraiment fait sur mesure, le prix de revient fait qu'on est obligé de le vendre à un certain coût et que malgré tout, on n'a pas forcément un marché qui soit important. Et là, je reviens sur ce que disait Eric sur la nécessité de segmenter, c'est-à-dire que peut-être si le produit que j'ai n'est pas acheté par les familles, peut-être que ce n'est pas cette cible-là qui serait prioritaire sur ce type de produit, etc., etc. Mais du coup, il y a toujours une explication, quoi, en fait. Voilà, et c'est pas forcément, comment dire, qu'on aurait un bon public ou un mauvais public. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois qu'on a un visiteur, on doit pouvoir trouver un produit qui lui correspond. Apparemment, c'était notamment sur des sorties nature. Donc après, effectivement, si on est, après, ça dépend du public, comme tu as pu le souligner, sur les publics familles, ou est-ce qu'on est sur des publics plutôt jeunes couples. Enfin voilà, après, c'est. Il y a quand même des éléments intéressants par rapport à ça. On se rend compte que les jeunes, c'est-à-dire les moins de 30 ans, sont consommateurs de visites de découverte de façon générale. Alors c'est avec des prix adaptés, etc. Mais il n'y a pas, on pourrait se dire, c'est que les seniors qui ont eu l'habitude de faire des visites guidées, etc. Aujourd'hui, il y a un public pour tout. Par contre, la façon de le faire, le tarif, le contenu, etc., tout peut être sans doute réinventé et réadapté, quoi. Mais pour moi, il y a de l'espoir quand même dans les sorties nature. Ensuite, Céline Grasset, qui dit en même temps l'Office de tourisme connaît tous ces acteurs et peut les mettre en réseau, puisque tout à l'heure on parlait de réseau. Eric parlait également du réseau qui est très important, que ce soit fait par la CCI, par un réseau d'innovation, voilà. Il y a beaucoup de réseaux et on remarque quand même qu'aujourd'hui, encore une fois, si on est là, c'est aussi grâce au réseau réuni du Tourism Innovation Lab, du campus des métiers des qualifications en tourisme, Pays de la Loire. Enfin, voilà, ça montre vraiment qu'il y a une vraie émulsion qui se fait aussi. Oui, je suis d'accord avec Céline, mais je pense aussi que sur un certain nombre d'offices de tourisme, alors c'est vrai que sur le pays d'Ancenis, on est plutôt super dynamique et à l'écoute un peu des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires, on n'a pas forcément allé, on connaît bien ces acteurs traditionnels. C'est vrai que les offices de tourisme, de plus en plus, travaillent sur cette mise en réseau et c'est très bien. Et c'est vraiment leur boulot, mais ce n'est pas forcément toujours. Il y a de nouveaux acteurs, on ne connaît pas tous les propriétaires Airbnb, on ne connaît pas tous les. On ne s'est pas mis, quand je parle par exemple souvent du prof de yoga ou de tai chi, qui correspond finalement à une demande aujourd'hui ou à un producteur, où est-ce que je le mets dans ma base de données, comment je le mets sur ma grille de cotisation, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a à se réinventer par rapport à de nouveaux acteurs qui finalement font partie de l'offre. Ensuite, il y a JM Blancherie qui a écrit l'approche d'être à la fois segmenté et global. Ouais. Donc, faire les deux finalement en même temps. Par exemple, approfondir tous les aspects nouveaux induits par le concept de slow tourisme. Tu as aussi évoqué. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire. En plus, le slow tourisme, c'est un vrai concept qui, je trouve aujourd'hui,
est utilisé un peu à tort et à travers. Des fois, on a l'impression qu'on associe ça uniquement au durable ou aux produits locaux, etc., etc. Le slow tourisme, c'est vraiment un rapport au temps qui est différent, quoi, en fait. C'est quand même ça à la base, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire le fait de ne pas donner la même valeur aux souvenirs qu'on se fabrique que dans une consommation traditionnelle, quoi, en fait. Et de se dire que finalement, on peut entrer ce que Hartmut Rosa, le sociologue allemand, appelle la résonance, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement entrer en résonance avec le monde qui nous entoure à travers des expériences qui ne sont pas forcément que des expériences marchandes ou que des expériences stéréotypées. Par exemple, il cite le fait qu'on puisse aller acheter une prestation toute faite qui fait partie des top 10 de sa destination et où on n'a pas, finalement, on vibre pas forcément, alors qu'on va rencontrer un artisan local ou un commerçant, où on va faire une balade autour de son gîte et on va tomber dans une atmosphère vraiment particulière. Et ce moment-là sera une expérience qui aura constitué un souvenir de vacances et qui sera finalement peut-être plus importante que le top 10 qu'on a fait que sur sa liste où on voulait faire absolument tous les endroits magiques. Et du coup, c'est le fait d'entrer en résonance. Et donc, pour entrer en résonance, il faut être ouvert au fait de rencontrer ce type de moments, ce type de paysage, ce type de personnes. Et c'est ça la pratique du slow tourisme aussi. C'est en fait le fait d'être ouvert à l'inattendu, aux différents, etc. De passer de pas passer par la route principale, mais de faire l'école buissonnière, etc. C'est tout ça qui est le slow tourisme. C'est pas unique, c'est vraiment donc un état d'esprit. Et finalement, le slow tourisme est plus une pratique du consommateur lui-même qu'une offre. Moi, on le met toujours dans l'offre, le slow tourisme. Mais en fait, c'est le touriste qui est en mode slow ou pas. On peut, pour moi, lui donner et organiser les conditions pour qu'il soit en mode lent, mais ce n'est pas nous qui allons décider pour lui qu'il sera en mode lent. Et c'est vraiment, pour moi, le slow tourisme, c'est vraiment une manière de vivre son séjour et ses vacances de la part du visiteur. Oui, c'est comment aussi redonner du sens à son voyage. Je pense que ça en fait aussi partie. Comme tu le dis, de prendre le temps, d'avoir ce type de pratique. Il y a également une personne qui évoque le rapport au temps, attention différentes au monde et aux autres, comment on va pouvoir échanger plus facilement et partager avec les locaux sur place. Ça en fait aussi partie. Alors c'est ça, on peut donner les conditions pour qu'il y ait ces rencontres-là qui se fassent, parce que l'Office du tourisme va faire des animations super sympas, va faire une carte qui invite à la rencontre, invite à la flânerie, etc. Mais finalement, celui qui va décider, ça va être le visiteur, quoi, en fait. Puisqu'on n'est pas sur une consommation de voyage organisé, quoi. Justement, on dirait, ben voilà, le premier jour, tu fais ci, tu vas dans tel musée, ensuite dans tel restaurant, etc. Là, dans le zootourisme, on est vraiment sur une pratique individuelle qui est extrêmement intéressante, mais dont on n'est pas maître. C'est le touriste, le visiteur lui-même qui va le décider. Peut-être juste une dernière remarque de Georgina Jeanne Solène, donc du Bon Pique-Nique. Tout à l'heure, tu parlais du locavore. Elle fait partie de tout ça, donc n'hésitez pas à la contacter aussi si besoin. Je sais qu'elle avait beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Elle indique: nous travaillons à remettre du sens dans la consommation à travers la proximité, l'expression d'authenticité et le lien avec les acteurs locaux. Le pourquoi est essentiel. Oui, le Bon Pique-Nique, c'est cette start-up qui propose de voyager en France et de réserver ses paniers pique-nique tout au long de son voyage chez des producteurs locaux. Ouais, moi, je trouve que j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Je trouve l'initiative absolument fabuleuse, maligne et étant de nature vraiment à rapprocher juste les hommes et les femmes, quoi, en fait, hein. Voilà, c'est une super façon de vivre un territoire, quoi, en fait. Parfait, merci beaucoup Jean-Luc. Merci, merci Laure, et puis merci à tout le monde pour cet agréable moment. N'hésitez pas à continuer peut-être d'échanger ou prendre les contacts de Jean-Luc pour continuer les conversations. Oui, je vous laisse en bas de la conversation, je vous laisse mon Twitter et voilà.
Merci à tous et puis excellente journée et bonne fin de journée de l'innovation touristique. Merci, à plus tard Jean-Luc. Merci, au revoir.